Médecine traditionnelle, encore appelée médecine parallèle ou médecine alternative, elle est considérée par certains comme de la sorcellerie, pour d'autres comme du charlatanisme. Une autre catégorie de personnes la considère encore comme étant de la pure escroquerie. Et pourtant, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, recense près de 400 formes de médecine traditionnelle dans le monde. Elle estime par ailleurs que 25% des plantes existantes sur la planète Terre constituent l'essentiel des composants de nos médicaments. Le ministère camerounais de la Santé estimait en 2007 que 80% des individus y recouraient. Davantage parce qu'elles se retrouvaient dans des zones reculées où la médecine moderne ne se retrouve presque pas. Alors, qu'entend-on par médecine traditionnelle? Quelles sont ses formes, processus et méthodes? Pourquoi apparaît-elle encore aux yeux de certains comme étant archaïque? Immersion dans cet environnement à partir de l'Association pour la recherche en anthropologie de médecine traditionnelle et zoom sur son fondateur, M. Roger Amos Kana. Selon l'OMS, la médecine traditionnelle est la somme de toutes les connaissances, compétences et pratiques reposant sur les théories, croyances et expériences propres à chaque culture, qu'elles soient explicables ou non, et qui sont utilisées dans la préservation de la santé, ainsi que dans la prévention, le diagnostic, l'amélioration ou le traitement des maladies physiques ou mentales. La médecine traditionnelle, c'est le type de soins qui existe dans nos pays et qui s'appuie sur notre patrimoine culturel, sur nos avoirs, n'est-ce pas, et sur le patrimoine, sur notre culture. Nous avons une réponse endogène face aux problèmes de santé. C'est ça la médecine traditionnelle. Fondée sur le cosmos, elle s'organise mieux, se subdivise autour de deux pans, l'un naturel et l'autre spirituel. Elle apparaît comme étant fondamentalement différente de la médecine conventionnelle. Aujourd'hui, on sait que la nature est pourvoyeuse de solutions aux problèmes médicaux posés rencontrés dans le cadre de la santé publique, des différents problèmes de santé que nous avons. Maintenant, il faudrait dire que qui vraiment est pratiquant, reconnu dans la médecine traditionnelle. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître à quelqu'un le titre de praticien ou bien de médecin dépositaire de connaissances en médecine traditionnelle? Ça devient difficile. Et du coup, si vous voulez faire la comparaison avec la médecine moderne, où il y a, n'est-ce pas, un cadre structurel bien défini, vous avez bien envie de croire que la médecine moderne est bien mieux organisée que la médecine traditionnelle, mais cela dépend aussi des environnements. Donc la médecine traditionnelle ne s'oppose pas forcément à la médecine moderne. L'idée, c'est de l'encadrer, c'est de rendre les choses rationnelles, reproductibles, qu'on puisse transmettre cette connaissance, déjà qu'on puisse s'assurer que on capitalise cette connaissance et que tout ce qui est su en médecine traditionnelle ne se perde pas, ne se perde pas à tout point de vue, et que ceux qui aujourd'hui dans les facultés de médecine vont en formation puissent avoir la connaissance enrichie par des trouvailles faites par des chercheurs de médecine traditionnelle. Je ne voudrais pas qu'on établisse de rapport entre ce qui s'appelle médecine, parce que les deux concourent à un même but, soigner les individus, régler le dysfonctionnement, soit biologique, soit psychique, soit psychologique, soit spirituel, qui a mis du désordre, qui a troublé la tranquillité d'un individu. Donc le but est le même, ce sont les voies qui ne sont pas du tout les mêmes. De ce fait, comment s'opère le diagnostic?
quels sont les outils mobilisés pour identifier la pathologie chez le patient et lui apporter le traitement adéquat? Chez le négro-africain, la médecine patrimoniale a pour principe de soigner le corps en passant par l'esprit. On soigne le corps en passant par l'esprit parce que l'Africain ne dissocie pas les valeurs physiques, charnelles, matérielles de l'être humain des valeurs immatérielles. Et le tradithérapeute africain est donc celui qui demande aux malades, qui demande aux patients de reconnaître d'abord ses fautes, parce que l'Africain, dans sa médecine patrimoniale, estime que le malade a toujours quelque chose à se reprocher par rapport à la pathologie dont il souffre. Parce que l'origine de la maladie et de la mort chez le négro-africain est triple. On peut avoir rompu une loi divine, à cause de ça, on peut tomber malade et mourir. On peut avoir rompu une loi naturelle, une loi de la nature, on peut tomber malade et mourir. Si on rompt une loi sociale, on peut tomber également malade et mourir. C'est pour ça que la médecine africaine demande aux patients de passer d'abord à confesse, c'est-à-dire qu'ils s'expriment afin que l'on puisse mieux maîtriser le diagnostic. Donc, très simplement, je dis, la médecine patrimoniale africaine a ses canons, a son orthodoxie, et il vaut mieux la respecter et ne pas chercher qu'elle aille se mouiller, qu'elle aille se mêler avec la médecine dite moderne. C'est une médecine, c'est notre manière de réagir. Nous avons notre vision du monde, notre cosmogonie, et c'est notre manière de réagir face à la maladie. On fait un diagnostic selon comme il se doit, de façon traditionnelle. On arrange le corps comme on a fait son diagnostic. Et puis on a la santé après. On ne soigne pas la mort, bien entendu. Mais on accompagne le corps à être en santé le plus longtemps possible. On a le vent là qui passe. C'est le plus grand outil que l'on utilise. Parce que vous voyez la nature. On suppose qu'il n'y a pas de... que c'est un vide. Ça, c'est un vide. Mais ça, ce n'est pas un vide. Ceci. Je communique avec vous à travers cette air-ci. Aussi longtemps que l'air va envelopper la Terre, on saura ce qui se passe à l'extrémité de l'autre bout de la Terre. Maintenant, à côté de l'air, on a des méthodes qu'on connaît. Il y en a des gens qui ont des machettes, ils tapent, tac, 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 pour dire ce qu'ils veulent à partir de ce qu'ils veulent avoir comme diagnostic de façon traditionnelle. Il y en a qui peuvent utiliser du sable, il y en a qui peuvent utiliser des bouteilles, il y en a qui peuvent utiliser des courriers. Il y a une panoplie de méthodes à utiliser pour faire un diagnostic. Mais tout ces diagnostics, tout ça est accompagné d'aide. C'est-à-dire que le principal diagnostic maintenant, ce n'est pas l'appareil. C'est-à-dire que la machette, les courriers et tout ce qu'on connaît là, ce sont des appareils. Maintenant, le fondamental, c'est que vous et moi, on cause, on discute, mais je vous fais un diagnostic. Parce qu'on a une certaine forme de connexion directe avec la nature qui vous révèle de façon naturelle ce qui s'est passé hier, avant-hier, dans 1 an, dans 100 ans, et qui va arriver peut-être. C'est de façon spirituelle qu'on comprend le patient. Et c'est de façon naturelle qu'on lui apporte le médicament. Cela étant, la mobilisation de ces éléments suppose un ensemble de connaissances déterminées ou prédéterminées. D'où la question de l'accès à la profession de tradipraticien. On peut devenir tradithérapeute de 2 manières. Il y a des enfants qui naissent avec des prédispositions à la voyance et à la clairvoyance. Alors, on parachève leur initiation pour qu'ils soient des tradithérapeutes qui soignent justement le corps en passant par l'esprit. On peut également être simplement herboriste, c'est-à-dire celui à qui on enseigne les diverses vertus qui sont contenues dans les plantes. Celui-là n'a pas besoin de pratiquer, de procéder par la divination, par la voyance, de faire intervenir l'esprit des ancêtres ou les génies. Non, c'est un herboriste, c'est-à-dire qui pratique le phytosanitaire.
On peut être simple herboriste, c'est-à-dire cet individu qui maîtrise les vertus, qui connaît les vertus qu'il y a dans les plantes, qu'il y a dans les roches, qu'il y a dans les animaux, ainsi de suite. Donc nous avons ces deux formules thérapeutiques qui se mêlent au quotidien chez l'Africain. Il y a des tradithérapeutes initiés, il y a des tradithérapeutes qui sont simplement des herboristes. Je parle de moi, je ne vais pas parler de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je ne suis pas formé de façon naturelle, de façon automatique par un individu. Si vous venez maintenant, vous dites, je veux pratiquer la médecine traditionnelle, on dit d'accord, il n'y a pas de problème. Vous n'irez pas à l'école logique. Il n'y en a pas. On vous colle un maître. On dit, bon, vous commencez demain à 10 heures. On vous colle un maître. Lorsque vous arriverez ici, vous allez à l'école moderne, comme vous voulez. Mais on vous a collé un maître. Il est coutumièrement admis qu'il y a deux manières d'y accéder. La première, naturelle ou innée, et la seconde, initiatique. Concernant cette dernière, la seconde, il est à noter que chaque individu peut devenir praticien s'il respecte un certain nombre de préceptes lui permettant de s'améliorer, ou plutôt de s'élever, pour employer le jargon utilisé dans le milieu. Supposons que vous avez une maladie donnée. Vous arrivez ici. On se substitue au malade. C'est-à-dire qu'on rentre dans le moi du malade. Il faut pouvoir comprendre la façon dont le malade se sent. On se dédouble, on rentre dans le corps du malade. On lui dit, et maintenant ton cœur bat comme ceci, et maintenant ton sang coule comme ceci, et maintenant l'organe-ci, il fait ceci. Le malade va te dire, le patient te dit, oui, c'est ce que je ressens. Parce qu'on s'est justement dédoublé. On est rentré dans le corps du patient. Maintenant, ce malade-là se sent comme tel. Quel type de maladie il a? C'est un microbe, c'est un virus. Nous, on ne connaît pas que c'est le microbe, on ne connaît pas que c'est le virus, on ne connaît pas, on ne sait pas. On connaît déjà pas en médecine nationale, on ne connaît pas que c'est le diabète, on ne connaît pas que c'est la tension. On sait que tu as pris trop de sel, maintenant il faut améliorer ceci. On sait que tu as pris trop de ceci, et il faut améliorer cela pour que tu guérisses. On ne donne pas de nom aux maladies. On sait que l'organe, s'il est malade, il faut lui apporter du réconfort. Alors, on te donne ceci, parce qu'on sait se dédoubler, on est rentré dans le corps du malade. Quand on ressort du corps du malade, on sait que lorsqu'on va lui apporter des médicaments, quand on ira en brousse, on lui apporter X, Y, Z, et ça va lui apporter un soulagement en fonction de ce qu'on a ressenti dans son corps. C'est un peu comme cela. Et pour faire cela, il faut avoir une certaine initiation. Pour ces hommes, on dit pas seulement aux Africains, à tout le monde. Venez vous faire initier, que ce soit de la médecine occidentale ou que ce soit de la médecine africaine. Que tout le monde vienne se faire initier. Avec l'exemple du rein, les spécialistes nous indiquent que s'il est bien entretenu, il peut permettre à un être humain, un individu lambda, normal, d'augmenter ses capacités personnelles et de pouvoir se mettre à la disposition des patients et leur apporter le traitement adéquat. Tout le monde peut avoir des dispositions parce que tout le monde, chaque individu a une antenne. Et les antennes, c'est sur les reins. Les reins, ce qu'on appelle les reins. En bassa, on appelle ritam, les reins. Chaque individu a un rein, au moins. Et c'est là que c'est sur les antennes de chaque individu. Ce n'est pas dans le ventre, c'est dans les reins. Parce que le rein, on dit que ça purge, ça nettoie, ça fait ceci et cela. C'est ça qui fait tout. Comme tu vas voir les antennes ici, c'est comme ça l'antenne d'un individu qui est sur ses reins. Si tu n'as pas de reins, c'est fini pour toi. Le médecin, enfin, la personne naturelle va te dire, en langue, on va te dire, c'est les vous. C'est les reins. Ce n'est pas dans le ventre. On enlève ici, on va voir le foie, on voit le cœur, on voit ceci, on voit les intestins, il n'y a rien dedans. Mais c'est où? C'est ici. Ça regarde derrière là-bas, mais tout ça est connecté ici devant. Voilà. Donc maintenant, je ne sais pas, tout scientifique, toute personne qui a un certain talent a des reins qui sont, on ne peut plus exceptionnels. Toute personne.
vous, moi, tout le monde et consort. Bon, maintenant chacun, il dépend de chacun de faire de ses reins ce qu'il veut. Qu'en est-il alors du médicament? L'une des tares de la médecine traditionnelle est l'accès aux médicaments. Ces derniers font l'objet de plusieurs critiques quant à leur présentation, leur composition et leur efficacité. Où se procure-t-on alors le médicament traditionnel? Comment se met en place ce principe actif? Y a-t-il un médicament adapté à chaque maladie? Autant de questions que l'on se pose quotidiennement et qui nécessitent une réponse. La médecine, j'ai bien envie de dire, elle va partager, la médecine traditionnelle va partager avec la médecine moderne que c'est d'abord la nature, c'est dans la nature qu'on va trouver le premier médicament, que ce soit dans les herbes, que ce soit dans les aliments. Donc c'est une étape forcément d'évolution dans la médecine moderne. Il y a une découverte qui a été faite tout récemment pour illustrer ça, qui a retrouvé le principe actif d'un médicament antalgique, n'est-ce pas, dans des plantes médicinales. Quel intérêt aurait-on maintenant à développer ces plantes médicinales-là pour venir remplacer le médicament antalgique, étant dit que le principe actif est strictement le même? Donc un peu comme si nous allons partir de la médecine moderne vers la médecine traditionnelle. Et aujourd'hui, tout le monde sait d'où viennent des médicaments, quel est le principe actif, ou bien a été le développement des médicaments antipalustres qui ont été d'abord retrouvés dans la nature et puis après, on en a extrait le principe actif et aujourd'hui, ils sont couramment utilisés. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver une plante qui va guérir directement une maladie. Parce que la nature est bouleversée. On coupe les arbres partout. Maintenant, qu'est-ce que la nature a fait pour remédier à cela? La nature s'est concertée. Et elle dit aux praticiens, prends-moi, tu me mélanges avec X et Y. Tu nous mets ensemble pour soigner la maladie pour laquelle tu es venu nous voir. C'est-à-dire que la nature se concerte elle-même, celle qui est derrière moi. 2 ou 3 ou 4 plantes se concertent. Elles me disent en même temps, prends-nous pour guérir le patient, parce que seul moi je ne peux pas. Alors quand on fait cette association de plantes, on vient donner à un patient, ce patient guérit. Maintenant, dites-moi alors, comment est-ce que les naturopathes d'aujourd'hui vont comprendre cette association-là? Ils ne vont se référer que chez ceux qui comprennent la nature pour qu'ils continuent leur travail. Donc c'est une école, c'est une chaîne. Donc comprendre la nature. Chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Comprendre la nature, apporter le médicament au patient et le patient guérit. Donc, trouver une plante aujourd'hui que soit une maladie est difficile. Parce que il faut aller très loin où la forêt n'a pas encore été endommagée. Les forêts sont endommagées aujourd'hui, on se prête à dire aux gens, il ne faut plus... On s'alimente, c'est la forêt qui nous donne à manger. On se soigne, c'est la forêt qui nous donne à se soigner. Malheureusement, ce domaine rencontre un certain nombre de problèmes, au rang desquels l'hygiène, la pertinence de la quantité du médicament à apporter au malade, l'incapacité du praticien à reconnaître ses limites, le refus catégorique du renforcement des capacités et même l'incapacité du praticien à établir le bon diagnostic sur certaines pathologies qui se traduit par le traitement des effets et non des causes. Ça, ce sont des calculs qu'on fait en fonction du poids, de l'âge des patients. Quand on reste ici seul, on a reçu un patient de 10 ans, par exemple, et lui, il faut un médicament, et ce médicament-là est trop fort. Maintenant, il faut diviser son âge, qui est en fonction de son poids. On prend les mesures par rapport aux balances qu'il y a dedans ici. On prépare son médicament. Et à ce moment-là, on ne peut pas lui dire, on va te donner ton médicament maintenant. On peut lui dire, il faut venir, reviens demain.
Viens prendre ton remède demain. Tu reviens demain, on a tout calculé. Quand on a calculé, tu viens, on dit maintenant, cette personne-ci, ton enfant va prendre matin, soir, ou matin, midi, soir, en fonction de cela. Parce qu'on a calculé, on ne peut pas donner. Si tu donnes de façon pas calculée, il peut arriver que le patient soit brûlé, ses organes, on pourra dire qu'il s'est fait empoisonner, etc. Donc on ne peut pas dire que, du coup on ne va pas dire que la médecine traditionnelle n'a pas de dose. C'est parce que les autres ne connaissent pas. C'est eux qu'on dit qu'elle n'a pas de dose. Mais la dose vient d'où? Un enfant de 10 ans n'est pas un enfant de 15 ans, qui n'est pas un enfant de 20 ans, qui n'est pas un enfant de 25 ans. Et qu'on ne peut pas donner le même médicament avec la même pathologie. Parce qu'on ne comprend pas qu'on dit qu'il n'y a pas de dose. Ou alors parce qu'on a rencontré des charlatans sur la rue. Il dit, prends ça à ton enfant. Et sur le coup du hasard, cette personne a guéri ou alors elle n'a pas guéri. Les praticiens, quant à eux, notent le manque de lisibilité de la politique gouvernementale en matière de médecine traditionnelle. Et pourtant, ce secteur regorge de nombreuses opportunités économiques. Je ne vais plus jamais dire que reconnaissez, jamais. Puisque moi j'ai les papiers. Tout le gouvernement a signé ici. J'ai tous les papiers. Tout. Si on me demande de dire que le gouvernement doit pouvoir changer ça, pour reconnaître la médecine traditionnelle, que le gouvernement ne reconnaisse pas. Parce que si elle reconnaît, elle va gagner des millions. Elle va payer les impôts. Aujourd'hui, on est là, des milliers, tapis. Les gars se font le beurre, ils ont beaucoup d'argent. Surtout les charlatans, ils te disent apporte-moi ceci, apporte-moi cela. Et on connaît certains, mais ils ne payent pas l'impôt. Donc, le gouvernement laisse passer le pain quotidien. Parce qu'il ne veut pas reconnaître. Qu'il laisse ça comme ça, les gens vont vivre. Et on va vivre dans un système où, quand tu es efficace, tu vis. Quand tu n'es pas efficace, tu vis parce que tu manques. Justement parce qu'on va te dire... Donc il ne faut pas reconnaître. Il ne faut pas du tout reconnaître. Ne reconnaissez pas. Il faut laisser ça comme ça, nous on sera contents. Les plus efficaces mangeront toujours. Les moins efficaces mangeront toujours. Il n'y a pas de loi sur la médecine traditionnelle. On collabore. Parce que l'OMS demande de collaborer, pas parce que le gouvernement veut collaborer. Parce que l'OMS demande de collaborer avec la médecine traditionnelle et puis on a mis en place un système qui veut que les tradipraticiens, les associations comme celles que nous avons puissent collaborer avec le ministère de la Santé publique. Ce n'est pas parce qu'il y a une loi pour la médecine traditionnelle. Mais je dis, ne pas apporter la loi, ne pas intégrer le système médicinal traditionnel, camerounais en particulier, dans le système de santé, c'est faire perdre les millions au gouvernement. Ils ne comprennent pas. Quand ils disent laissez-les là-bas, quand on nous laisse, nous on va vivre. On va payer l'impôt. On ne va pas créer les emplois. Pourtant, on peut créer des emplois. Si on organise, on va créer des emplois. On a fait de bons projets. Regardez, la médecine traditionnelle n'est pas seulement médecine traditionnelle comme on voit. Il faut reboiser les forêts que les autres détruisent pour continuer à faire vivre la médecine traditionnelle. C'est un emploi qu'on a créé. C'est depuis les années 70 que la problématique a été posée de réglementer la médecine traditionnelle. Les années 60, ça fait plus de 5 décennies aujourd'hui. Mais vous savez également que ces mêmes pouvoirs publics, du côté de l'Assemblée et du côté du gouvernement, se rapprochent. À l'Assemblée d'ailleurs, nous avons tout un réseau de parlementaires pour la codification de la médecine traditionnelle. Réseau de parlementaires. Le professeur Efouan Boisor, il en parlait l'autre jour de l'apport du Parlement dans l'évolution des choses dans la société camerounaise. Il y a tout un réseau qui existe pour la médecine, pour la codification de la médecine traditionnelle. Ils font d'ailleurs pression sur le gouvernement. S'il y a une hésitation, c'est certainement un semblant d'évitation, c'est certainement du côté du gouvernement. Même le gouvernement
a fait un pas vers la médecine traditionnelle. Le gouvernement, chaque 31, je crois, octobre, nous célébrons ici la journée africaine de la médecine traditionnelle. Il y a toute une décennie, la médecine traditionnelle 2014-2023, qu'a institué l'ONU de la médecine, disons des questions de santé qu'on appelle l'OMS. Et donc, on ne peut pas dire vraiment que ça existe. Certes, ça a déjà mis long. Je parle dans l'ouvrage dont vous faites allusion, n'est-ce pas, de la situation d'être dans une sorte de bourbier juridique. Encore faut-il savoir ce qui en est devenu. Dans les pays où ça a été réglementé, est-ce qu'il existe moins d'intoxication? Est-ce qu'il existe moins de problèmes de toxicité, des problèmes de dosage, et ainsi de suite? Donc, c'est une question dynamique. Et je pense que s'il y a une sorte d'hésitation des pouvoirs publics, c'est parce qu'ils veulent bien serrer, bien traquer la bête. Dans cet espace de 9 mètres carrés se trouve la pharmacie de l'association Aram. L'on y retrouve des étagères contenant des écorces d'arbres séchés et mesurés. Un réfrigérateur dans lequel se trouvent des produits qui doivent être gardés au frais. Car l'administration du médicament est fonction de la pathologie et de la posologie conséquente. On ne peut pas, les gens travaillent, les gens vont au travail, c'est-à-dire qu'à milieu d'ici, il faut pouvoir conserver les médicaments frais le temps qu'ils arrivent. Oui. Donc, on a pu avoir ceci. Ça fait que on conserve ça là. Oui. Vous voyez que on met et ça fait un dépôt. On voit le dépôt là. Bon. Lorsqu'on secoue, ça devient homogène. On prend. Mais si ce dépôt se forme sans le frais, oui, c'est gâté. Parce que ça reste reposé. Quand ça se repose, si en 3 heures, ce n'est plus la même chose. Parce qu'il faut piler là, donner à l'individu. Sur une carte affichée sur le mur, il est recensé l'ensemble des écosystèmes forestiers du Cameroun. Elle permet ainsi aux tradis praticiens de savoir vers quel site se diriger lorsqu'il est dans un besoin précis. Une carte qui est un peu plus détaillée. On regarde dans quelle région c'est. On part là-bas. On crée cette plante-là. On vient donner au patient. Même si c'est ici. Si c'est ici. Il peut arriver qu'on trouve une plante ici en Bancomo. Oui. Comme il peut arriver qu'on soit obligé d'arriver au nord. Voilà. Pour ces raisons qu'on a ça. C'est une carte forestière du Cameroun. Un registre contenant les codes et noms scientifiques des médicaments est toujours disponible pour le suivi des traitements dans cet espace pharmaceutique dont la température moyenne est maintenue à 37 degrés. Ici, je viens ici. Je travaille avec quelqu'un qui ne connaît pas. On va prendre le nier. Bon, il va venir ici. Le nier commence par N. Il va venir ici. Et nier. C'est le 783. Le numéro 63, c'est le 783. Nier. Lorsqu'on vient ici, on voit que ça, c'est le 783. Moi, je suis assis là-bas. Il vient me prendre le 783. Je coupe le 783 et je travaille pour faire ce que j'ai à faire. Là, c'est pour désorienter ceux qui sont des tricheurs et des voleurs. Qui pensent que quand il va faire ceci, il a tout dit dans la science. On a aussi, lorsqu'on monte, le miel du centre. Ici, on a des marmites appropriées.
pour cuire le repas. Ce n'est pas le macocotte. Parce qu'avec le macocotte, on a les résidus. Oui. Bon, on utilise l'aluminium généralement pour cuire le bon médicament afin qu'on n'ait pas de dépôt. Voilà. Donc, c'est ça. Après cet entretien enrichissant avec M. Amos Roger Kana, médecin traditionnel, allons à la rencontre de quelques-uns de ces patients qui nous donneront leur perception de la médecine traditionnelle et davantage leur rapport à la médecine conventionnelle. Déjà, la médecine traditionnelle, pour moi, c'est ce qui est un peu plus vrai. Parce que là, la médecine traditionnelle européenne, quand vous prenez plus les médicaments, quand vous faites la lecture des posologies, vous vous rencontrez beaucoup plus dans le cadre de ce qu'on va appeler calmant. Nous, on a grandi avec, au village. Ma mère m'a toujours fait le petit remède. Quand moi j'ai grandi, même quand j'ai mal, le typhoïde, quand je pars à l'hôpital, c'est seulement le calmant qu'on me donne. Jusqu'à là, on rentre toujours au médecin traditionnel. Parce que la médecine traditionnelle, contrairement à la médecine moderne, elle a des vertus que nous ne devons pas négliger. J'ai profité de la médecine traditionnelle parce que elle est aussi conseillère. Il y a certaines choses que j'ai comprises juste en observant grand-père, en l'observant, en écoutant ce qu'il dit. D'après moi, il y a 3 médecines qui existent. Il y a la médecine moderne, qu'on va à l'hôpital. Il y a la médecine spirituelle. On peut voir un prêtre ou un pasteur ou un homme de Dieu, en un mot. Il y a la médecine traditionnelle. Moi, je dis qu'il y a une sorte de complémentarité dans cette histoire. Mais il faut aller de l'avant. La tradition, il ne faut pas oublier ça. C'est très important. Âgé d'une quarantaine d'années, le tradit praticien Kana apparaît toujours avec un air dégourdi, généralement vêtu d'un t-shirt de couleur blanche, arborant des dreadlocks sur sa tête et marchant pieds nus. Un style qu'il a adopté depuis plus d'une dizaine d'années. Orienté vers une alimentation essentiellement végétarienne, il consomme beaucoup de légumes et de féculents et ne boit surtout pas d'alcool. Oui, c'est-à-dire que je ne mange ni de poisson, ni viande, enfin fruits de mer en général, viande en général. Je mange beaucoup plus de féculents, comme les pâtes alimentaires, peut-être du riz. Bon, parce que si je mange le taro, le macabo et tout ça qui est dans notre environnement, je vais beaucoup dormir. Ça pousse à dormir, oui. Mais c'est bon. Sur le plan personnel, il est marié et père de plusieurs enfants. Cela dit, sa famille ne vit pas avec lui. Il mène une vie solitaire, ascétique et presque monastique. Une place. Il faut vivre ici. Le magasin, ici c'est où je m'assois pour me reposer. Ici. Mais ici on a cette marmite là, pas plus de 200 ans. Oh. Elle a servi à une tradition praticienne. Comme 16 ans que je conserve ça. Elle l'a encore utilisée dans le cadre du traitement. C'est juste à titre. Non, mais c'est à titre illustratif. Un symbole historique, ouais, culturel même. Oui, culturel. C'est-à-dire qu'un tradition praticien a utilisé ça. J'ai des marmites semblables que j'utilise aujourd'hui. Et la femme marmite. Non, ça, j'ai cueilli ça.
en forêt, mais ça, on l'a offert. Là, c'est le bambou de Chine. Bon, ça, là, ça a pratiquement 85 ans. Ça, c'est un djembé. Mais je garde ça parce que c'est un vestige. Il nous explique que tout cela concourt au maintien de sa concentration dans le cadre de ses activités de médecin traditionnel. Il passe d'ailleurs ses journées à effectuer des recherches sur la médecine traditionnelle, à voyager pour trouver des espèces médicales ou encore à dispenser des enseignements de sociologie et d'anthropologie médicale comme c'est effectué à l'Université d'Ottawa au Canada. L'association qu'il a fondée et qu'il dirige a déjà mené un certain nombre d'actions pour la valorisation de la médecine traditionnelle. L'on peut citer entre autres l'élaboration des modules de formation en vue de la création des instituts de formation sur la médecine traditionnelle, le plaidoyer auprès des pouvoirs publics camerounais pour la définition d'un cadre juridique de la médecine traditionnelle, la définition des stratégies de vulgarisation de la pharmacopée auprès des acteurs ciblés, la matérialisation de la pharmacopée à travers l'opérationnalisation des protocoles, le suivi des procédures de production des médicaments traditionnels en tant que spécialité pharmaceutique selon les normes de l'OMS, l'analyse phytochimique des plantes médicinales en vue d'en déterminer les principes actifs et la réalisation d'un inventaire biophysique des plantes médicinales. C'est pour ça qu'on a interpellé l'État. On dit qu'on va créer des écoles, des grandes écoles. Et l'État a demandé de fournir un certain nombre d'éléments pour autoriser cet établissement-là. Mais ce que l'État demande est imité sur les écoles qu'on a aujourd'hui, qui ne ressemblent pas à l'école que nous voudrions faire. Donc on interpelle l'État à comprendre ce que nous faisons pour qu'on mette en place des éléments qu'il faut pour mettre en place nos écoles. Ce n'est pas les mêmes écoles. Je veux apprendre la spiritualité à X, à Y. On ne va pas s'asseoir pour apprendre les mathématiques. Ça ne peut pas donner. Maintenant, on va te dire, il faut quel diplôme? On n'aura pas de diplôme qui aura une équivalence A. On n'aura pas ça. Dans notre école, on va peut-être prendre des docteurs, ceux qui sont déjà docteurs, et qui sont en train de vouloir commencer à leurs travaux, c'est-à-dire que leur carrière. On a un docteur en médecine, par exemple. Et maintenant, il est biologiste. Comment est-ce qu'il va continuer à comprendre la biologie avec l'école occidentale? Maintenant, il vient ici. Il faut qu'il approfondisse sa biologie pour que nous, on ait des docteurs surdimensionnés. C'est-à-dire que maintenant, on va avoir des docteurs qui sont surdimensionnés parce qu'il a pris un cursus scolaire, il a eu un certain nombre de diplômes. Maintenant, on le prend ici, on l'accepte. Et on le propulse dans ce que nous avons comme élément fondamental de médecine traditionnelle spirituelle, afin qu'il excelle dans sa matière, qu'on ait des ingénieurs comme il se doit. Oui. Qu'on n'ait pas des ingénieurs de quartier. Je suis ingénieur, mais je ne peux pas calculer. Parce que tu as... Bon, mais on va aussi prendre dans notre école des enfants en bas âge, ou moyens, qui ont les facultés des facultés qui peuvent comprendre et suivre de manière naturelle l'école que nous allons dispenser, parce que l'enseignant n'est pas comme toi et moi. L'enseignement est toute autre chose. Voilà. C'est pour ça que nous voulons que l'héritage ne soit pas que je vais laisser à mon fils. On n'aura pas laissé l'héritage. C'est pour ça qu'on a une association, on veut créer des écoles, aussi des conventions avec l'État et d'autres institutions, afin qu'on soit reconnu, que tout ça, l'État comprenne qu'il faut qu'on regarde ceci et laisser quelque chose. Parce qu'ici, on guérit les patients.